C'est souvent une source de souffrance pour les couples. Quand l'arrivée d'un enfant se fait attendre, il faut parfois se faire aider par la médecine. Ce soir, le journal Afrique s'intéresse à la procréation médicalement assistée, la fécondation in vitro, insémination artificielle, stimulation ovarienne. Pour répondre à vos questions, nous sommes avec le docteur Guy Cassuto, biologiste, spécialiste de la PMA, la procréation médicalement assistée. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, je précise que vous avez participé à la mise en place de plusieurs centres d'assistance de PMA en Afrique de l'Ouest, donc vous connaissez bien cette question sur le continent. Alors, avant de prendre les questions des téléspectateurs depuis le Togo, peut-être juste une question de définition. Qu'est-ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée? La procréation médicalement assistée consiste à aider un couple qui présente une infertilité. Alors, il y a différentes techniques, l'insémination, la fécondation in vitro proprement dite, et l'ICSI, qui signifie l'injection d'un spermatozoïde de l'ovocyte. Alors cela, suivant des critères précis, soit biologiques, soit cliniques. Alors voilà, on va revenir tout à l'heure, après les questions sur les différentes techniques. On va peut-être juste prendre une première question de Patrice à Lomé, au Togo. J'aimerais savoir, si le problème provient des deux dans le couple, y a-t-il une possibilité d'avoir des enfants avec la PMA? Absolument. Souvent, l'infertilité concerne l'homme et la femme dans 30% des cas. Donc les deux. Dans 30% des cas, c'est les deux qui ont un problème. Elle est mixte. Dans 30%, elle est masculine, 30% féminine. Et donc, dans 30% mixte, 10%, elle est inexpliquée. Mais même dans ces cas-là, il suffit d'identifier la cause au niveau du sperme, au niveau de l'ovulation, au niveau de l'ovocyte. Et il y a bien sûr une possibilité. Et on trouve la bonne technique. Alors justement, c'est quoi les différentes techniques de procréation médicalement assistée? Tout à l'heure, vous nous en avez cité quelques-unes. Donc on parle d'insémination artificielle. Voilà, la plus simple, c'est l'insémination artificielle qui se passe, on va dire, en ambulatoire. Il suffit de faire au cours d'une journée à l'hôpital, donc? Même pas. Non, même pas. Une stimulation douce, de façon à obtenir 1 à 2 follicules matures, de préparer le sperme. Pardonnez-moi, concrètement, ça se passe comment? Une injection, 2 injections d'hormones pour avoir 1 à 2 follicules. Alors qu'en fécondation in vitro, on va en préparer beaucoup plus. Donc, une stimulation douce, on prépare le sperme au laboratoire et on le replace dans la cavité utérine. Donc, c'est tout à fait en ambulatoire, ça demande une journée au niveau... Ça, c'est pour répondre à quel type d'infertilité? L'infertilité va consister lorsqu'il n'y a pas de problème tubaire, c'est-à-dire que les trompes sont libres, que le sperme peut rejoindre l'ovocyte, et il faut aussi un sperme de bonne qualité. Donc on est dans une infertilité, on va dire, qui ne concerne pas proprement le nombre de spermatozoïdes ou le problème tubaire. Il faut que les trompes soient absolument libres. Alors vous parliez aussi de la fécondation in vitro. Oui, alors la fécondation in vitro, par contre, justement, si les trompes sont bouchées, parce que les trompes, c'est là normalement où doivent passer l'ovocyte qui a été fécondé par un spermatozoïde. C'est-à-dire, il est ovulé dans la trompe, il va passer dans la trompe et le spermatozoïde va le rejoindre. Et il va être fécondé dans la trompe. Dans la trompe, d'accord. Et puis, il va se positionner dans la cavité utérine. Alors, si les trompes sont bouchées, on comprend très bien que l'insémination intra-utérine ne peut pas marcher. Si le sperme n'est pas aussi de très bonne qualité, ça ne va pas marcher. Là, sur la fécondation in vitro, on va stimuler la patiente pour avoir une dizaine d'ovocytes matures et on va préparer le sperme et on va les mettre ensemble in vitro. In vitro, c'est-à-dire en laboratoire. C'est le schéma qu'on voit. On va donc cultiver ce qu'on appelle les embryons et ensuite on va les réintroduire dans l'organisme de la femme. Au niveau de la cavité utérine. Et ce qu'on appelle l'ICSI, la dernière technique, c'est quand il y a un problème de qualité du sperme, c'est bien ça? C'est ça. Qualité du sperme, soit en nombre, soit en qualité. Pas assez de spermatozoïdes. Pas assez de mobilité. Là, on va pas laisser les spermatozoïdes entrer tout seuls dans l'ovocyte, ce qui est fait en fécondation in vitro. On va rechercher les spermatozoïdes un par un au microscope et on va les injecter à l'intérieur de l'ovocyte. Très bien. Alors, pour faire tout ça, vous venez de nous le dire, enfin, vous nous l'avez dit précédemment, il faut préparer le corps de la femme à recevoir l'embryon. Donc, il faut prendre des hormones aussi. Et justement, on a une question à ce sujet. Quelles sont les conséquences d'une PMA sur la santé? Alors, les conséquences sont au niveau de la préparation de la stimulation, on risque d'avoir des hyperstimulations, c'est-à-dire une réaction excessive. C'est-à-dire qu'on produit trop de... Ensuite, alors ça, c'est le travail du gynécologue qui maîtrise totalement aujourd'hui par des protocoles qui sont bien précis et l'on maîtrise aujourd'hui ces hyperstimulations. Le deuxième risque sont les grossesses gémellaires. Mais
En Afrique, je pense que lorsqu'il y a des jumeaux, c'est plus un don de Dieu et c'est plus accepté qu'en Europe. Mais vous ne répondez pas tout à fait à la question. Ça sont les conséquences, mais ce ne sont pas les conséquences pour la santé. Est-ce qu'une PMA peut être nocive pour la santé? Non, non, absolument pas. Là, les études ont montré qu'il n'y a absolument aucun risque à ce niveau-là. Alors, on va peut-être prendre une autre question. Alors, oui, peut-être en conséquence de cette question, est-ce qu'il y a quand même des délais à respecter entre une PMA et une autre PMA? En général, on attend 2 à 3 mois. Un cycle naturel et au moins 2 cycles de repos. En général, de 2 à 3 mois. Ça marche à tous les coups ou pas forcément? Non. Non. C'est quoi le taux de réussite? Alors, le taux de réussite va dépendre surtout de l'âge de la patiente. Il faut savoir que dans la nature, le taux de réussite d'avoir une grossesse, s'il n'y a pas de problème féminin, pas de problème masculin, est de 24%. En PMA, si le couple est jeune, on peut atteindre 40-45% de grossesse. Par contre, si la femme a plus de 38, 39, 40 ans, là on va chuter à 15%, voire 10% de grossesse. Alors justement, dans la réalité, les femmes peuvent procréer jusqu'à un certain âge. Certains se demandent s'il y a les mêmes limites concernant la PMA. On a une question à ce sujet, peut-être qu'on peut la voir. S'il y a une limite d'âge pour faire une PMA, on écoute. Quelles sont les chances de réussite si on fait une PMA? Alors, ce n'était pas cette question-là. On va prendre la question du téléspectateur suivant sur la limite d'âge pour faire une procréation médicalement assistée. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut faire recours à un praticien avant de faire recours au PMA? Alors, ce n'était pas non plus cette question, mais alors moi je vais vous la poser. C'était la question d'un autre téléspectateur qui se demandait finalement s'il y avait une limite d'âge pour une PMA. Oui, oui. Comme je disais, les taux de grossesse diminuent à partir de 38, 39, 40. À partir de 41 ans, 42 ans, la PMA intraconjugale donne de très très mauvais résultats. À partir de 41 ans 41 et 42 ans. D'accord. À ce moment-là, si le couple désire avoir un enfant, on contourne le problème de la qualité ovocitaire en faisant un don d'ovocytes. C'est-à-dire qu'il faut prendre un ovocyte dans le corps d'une autre femme. Absolument. C'est bien ça. Qui est jeune. Parce qu'une femme naît avec tous ses ovocytes. Donc à 40 ans, ils ont 40 ans. Et là, le temps détériore cette qualité. Ça veut dire que les femmes qu'on voit, par exemple, dans les journaux télévisés, qui ont des enfants à 60 ans, 70 ans, c'est forcément des dons d'ovocytes. Forcément. Sans aucun problème. Il y a peut-être une autre question aussi qu'on se pose beaucoup en Afrique, sur les centres de PMA. Est-ce qu'on a accès à la PMA facilement? Alors, on a mis en place plusieurs centres. On essaie d'en mettre un dans chaque pays. Afrique de l'Ouest, je ne parle que de l'Afrique de l'Ouest. L'accès est aujourd'hui beaucoup plus facile. Il a été très difficile, dû aux préjugés, aux tabous, aux médecines traditionnelles, qui ont fait perdre du temps à des patientes. Mais aujourd'hui, l'information circule mieux, mais à mon avis pas encore suffisamment. Et il reste un problème de coût. Il reste un problème de coût, bien sûr, puisque c'est souvent des traitements onéreux et longs. Dernière question, peut-être en quelques mots, il nous reste très peu de temps. C'était la question que nous posait le téléspectateur avant, la téléspectatrice avant. Est-ce qu'on peut aussi avoir recours à des praticiens quand on a des problèmes d'infertilité? Alors, si ce sont des problèmes dus à des problèmes de dysovulation, de règles, peut-être, puisqu'on peut utiliser des produits de décoction naturelle. Mais par contre, si les trompes sont bouchées, non. S'il n'y a pas de spermatozoïdes, non. Là, il n'y a que la PMA qui est ce geste technique qui permet de résoudre ce problème. Au bout de combien de temps il faut consulter si on n'arrive pas à avoir des enfants? 1 an. 1 an. Il faut donc consulter au bout d'un an. Au bout d'un an de rapport régulier. Non protégé. Non protégé. S'il n'y a pas d'enfant. Il faut au moins faire un bilan. Faire un bilan pour savoir ce qui se passe. Parce que le problème de l'âge, c'est la limite qui nous gêne. Docteur Cassuto, biologiste, spécialiste de la PMA, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions des téléspectateurs.